Stéphane, bonjour. Enchanté. Voilà. Je suis très content de te rencontrer ici dans ce beau complexe, on va appeler ça comme ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça, voilà. Hey Music, donc à Mérignac, près de Bordeaux, où tu as ta propre cabine Ouais. en tant qu'ingénieur du son. Que je partage quand même. Que tu partages, Ouais. voilà. Oui, tu cohabites, voilà, c'est ça, c'est un peu l'esprit ici, hein, c'est un peu la cohabitation. Donc toi, tu es ingénieur du son. Ouais. Tu fais plein de choses, tu travailles avec plein de gens. Alors moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, on fait ça sans filet, sans préparation, on improvise. Que tu me racontes un petit peu ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait et comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Alors, ça remonte à Beau loin. programme, Hein. on a le Ça temps, remonte à on a le loin. temps. On est bien, regarde. Non, je suis passionné d'audio depuis très longtemps, depuis les années 80. Et donc, j'ai fait une formation à l'époque. Enfin, je voulais travailler déjà dans studio, spectacle. Ouais. Et à l'époque, il n'existait rien du tout, ou quasiment rien. Donc, j'ai été formé pour le son au cinéma. D'accord. À Paris, dans Ok. une école qui existe toujours d'ailleurs. Mais je savais pertinemment que j'allais pas travailler dans le son au cinéma, puisque Ouais. j'ai eu quelques expériences à la sortie de l'école qui m'ont, je ne veux pas dire dégoûté, mais c'était pas du tout mon truc. Ouais, d'accord, c'était pas ton. En fait, le gros problème, c'est qu'il y a trop d'attentes et trop de protagonistes qui font. L'audio, c'est un peu la dernière roue du carrosse, je trouve, dans tout ce qui est C'est vrai. TV, cinéma. Enfin, TV Malheureusement, encore, c'est ouais. pas tout à fait la même chose, mais cinéma en tout cas. Ouais. Donc, j'ai tout de suite rattrapé ce que j'avais envie de faire. Je suis revenu en province. Et j'ai travaillé d'abord dans une boîte de prestation de services autour de l'audio. Donc, c'était événementiel, concert. Ça m'a énormément plu, mais très, très vite, j'ai noué des contacts et on m'a nommé au bout d'un an. J'ai fait à peine un an dans la boîte, mais j'ai gardé des contacts avec eux. On m'a nommé à l'Opéra de Bordeaux, D'accord. régisseur son. Donc, j'ai Ah, travaillé bien. pendant 4 ans autour de tout ce qui est l'orchestre, le ballet et toutes les prestations extérieures. Alors c'était marrant parce que ça date d'une époque, c'était le début des années 90, où dans ce domaine, c'était l'audio et tout ce qu'on pouvait faire autour de l'audio était strictement inconnu de ces gens qui travaillaient dans l'acoustique. Ah oui, d'accord. Donc ça a été assez passionnant. Et au bout de 4 ans, j'ai quitté parce que j'avais fait un peu le tour de ce que j'avais envie de faire. Et je suis parti indépendant. Donc j'ai d'abord travaillé en tournée. J'avais commencé à faire un peu de studio aussi à ce moment-là. En tournée, le premier artiste avec qui j'ai travaillé, qui est venu me débaucher, c'est Dominique A, qui est un peu connu, mais à l'époque c'était ses débuts où ça s'envolait un petit peu. Et puis de fil en aiguille, j'ai travaillé avec des tas d'artistes depuis. Donc, ça c'était en 95, je crois. Donc ça peut être studio, ça peut être live, mais surtout j'ai travaillé à plus de 75% en live. Mais parallèlement, j'ai développé des choses comme à la fin des années 90, comme je faisais du studio, que je n'étais pas toujours pleinement satisfait des masterings, et puis je ne comprenais pas très bien comment ça marchait. C'était l'époque où on passait, enfin, on avait déjà bien commencé du vinyle au digital. Il y avait un peu d'incompréhension à des moments, et donc je me suis intéressé au mastering pendant pas mal de temps, et j'ai fini par ouvrir un petit studio, qui est donc celui qui est ici, que je partage. Alors si je le partage, c'est parce que justement, comme j'ai aussi une autre activité, je ne suis pas à 100% sur le studio. Là, ouais. Donc il est ouvert depuis 99, alors pas ici au départ, hein, puisque c'est ici, ça ne fait qu'un an qu'on est là. Ouais. J'étais en plein au centre de Bordeaux. Voilà. Une cabine, tu avais monté Alors au début, je l'avais monté avec un ami qui a une maison de disques et qui me disait « ouais, ça m'intéresse, forcément, lui, pour ses artistes ». Et tout de suite, je lui ai dit bah, « c'est quand même mieux si on l'ouvre à d'autres personnes ». Et il m'a dit « ah ouais, c'est une bonne idée ». Et puis, juste le bouche à oreille a fait que j'ai des gens régulièrement. Je ne vais pas vraiment chercher du monde, hein. Et puis du coup, j'ai été amené à faire d'autres choses comme de la restauration audio, et j'en fais beaucoup depuis 10 ans. D'accord. Donc à partir de toutes sortes de choses, enfin tous les supports qui ont existé, bandes magnétiques, cassettes, vinyles, enfin tous les supports, voilà. Donc tu n'as pas de spécialité finalement, on peut dire. Tu n'as pas eu de ouais, choix alors peut-être...
Ouais, Touche à tout. si, c'est vrai, un peu touche à tout, mais si, moi je considère que j'ai quand même des spécialités. Par exemple, dans l'enregistrement, pendant des années, alors au début, moi, quand on m'a appelé pour faire des enregistrements, je faisais enregistrement, mixage, je faisais pas le mastering au tout début, après je l'ai eu fait. Alors déjà, il faut savoir que quand j'enregistre et que je mixe, ou même quand je mixe seulement, j'aime pas trop faire le mastering. J'aime bien avoir une personne qui a une vision différente. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que des ingé sons avec qui je travaille en mastering, ils ont un peu la même approche que moi à ce niveau. Et d'ailleurs, ils viennent me voir sans doute pour ça. Donc oui, alors je considère que j'ai quand même quelques spécialités. C'est le live, et plutôt la façade que les retours, le mastering. Et je me rends compte de plus en plus que je suis plutôt meilleur sur les prises de son que sur le mixage. Je trouve qu'il y a toute une jeune génération qui est arrivée, qui a des nouvelles idées, Enfin, alors, je fais du mixage, hein, je peux en faire, Oui, oui. mais je me trouve moins bon que certains, voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, ton activité, donc ici en particulier, donc tu disais, voilà, donc tu cohabitais avec Jérôme, que j'ai rencontré tout à l'heure. Ouais. Donc là, ici, tu fais quoi essentiellement? Mastering Mastering essentiellement. Ouais. Et là, il y a eu un projet sur lequel j'ai voulu tenter d'enregistrer ici, qui est un projet d'un vieil artiste bordelais qui est venu me voir. Et donc, on a enregistré ici, on a donc mixé. Mais c'est pas fini. Enfin, le projet n'est pas fini parce qu'il y a une deuxième session. Visiblement. Donc là, tu as eu toutes les casquettes, prise, Exactement. mix. Et du coup, tu finalises. Alors, le mastering, normalement, je le fais. Alors, comme c'est l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, mais là, on n'est pas encore au bout, donc je ne sais pas encore. Il faut que je vois avec le projet en process, on va dire. Mais oui, pour faire écouter, je peux faire un mastering, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien que quelqu'un qui ait un peu de distance et que quelqu'un écoute ça d'une oreille différente. C'est le défi du mastering. C'est qu'on n'a que souvent 24-48 heures. On a une approche où on écoute et on a un but pour le fait qu'on puisse écouter tous ces morceaux sur un ensemble, comme un album, enfin moi comme j'ai conçu. Un disque, quoi. Et qu'il ne faut pas que ça parte dans un sens et dans un autre. Et parfois, c'est des défis qui sont assez puissants, quoi. Bah oui. Oui. J'aurais plein d'anecdotes là-dessus, mais c'est... Oui, parce que bon, c'est Laurent qui me dit, ouais, il faut que tu rencontres Stéphane, il a fait plein de choses. Dans ton parcours, tu travailles avec plein d'artistes différents, Ouais. où tu as joué tous les rôles finalement. Tu disais que tu faisais autant du live que... Alors, pas pour tous les artistes. Je veux dire que quand je fais du live, je fais pas beaucoup de studios avec les gens avec qui Tu je les fais suis du pas live. forcément. Non, Ça peut, c'est... Alors moi, je suis pas demandeur. Ça me fait toujours plaisir quand on vient me voir. Je dois dire que c'est que quand c'est un souhait de l'artiste de travailler avec moi où je l'ai fait. Alors je l'ai fait avec un groupe qui s'appelle Diabologum. Là c'était un vrai plaisir parce que eux, en plus je travaillais pratiquement à 360 avec eux. On faisait tous les lives, enfin j'ai pas dû me manquer grand chose. Avec Dominica, j'ai dû faire quelques démos, mais pas de studio. Avec Yann Tiersen, il m'a appelé pour un album que j'ai fait en studio avec lui à Abbey Road en plus. C'était super. Là récemment, j'étais avec les Tindersticks. On a fait des démos, mais qui ne sont pas... Enfin, un peu plus que des démos, puisqu'il y a les prémices de morceaux qui sont restés un peu... mais sinon, les autres artistes, tu suis pas... les gens avec qui je travaille avec eux en live. Ou pour certains, si c'est arrivé, et qui me demandent après coup, si je veux travailler avec eux en live, ce qui est arrivé. Voilà. D'accord. Oui, parce qu'on aurait pu croire que finalement, souvent il y a des ingés qui font ça, qui suivent un artiste, que ce soit en studio et en live. Ça peut, ouais. Toi, pas forcément. Alors, moi j'ai toujours un respect du côté artistique, et je conçois tout à fait que pour évoluer, alors c'est pas le cas de tous les artistes, mais pour évoluer, on a besoin d'être confronté à des choses différentes, à des gens différents. Tous les grands artistes ont fait ça. Et donc pour un album, on va aller voir ailleurs un nouveau studio, un nouvel ingé son, un nouvel environnement. Où, je citais Yann Tiersen, il a cette faculté, quand il fait un album, il fait table rase de tout ce qu'il avait.
et il va se dire, bon, tiens, je vais prendre, il va prendre une caisse là, et il va dire, tiens, je vais prendre tel instrument, il met tout dans la caisse, il dit, bah, je m'en vais en Islande ou je m'en vais en Amérique du Sud et je vais faire les prémices de mon album, alors au moins le départ, avec ça. Il se met un Ah challenge, oui, quoi. c'est ouais. Et il l'a fait, je l'ai vu le faire plusieurs fois. Et Ah, je c'est trouve dingue. ça assez audacieux parce que en plus c'est quelqu'un qui sait jouer de beaucoup d'instruments, mais il pourrait dire tiens, bah, ma base ça va être le piano. C'est pas du tout sa philosophie des choses. Et donc il le fait, alors techniquement sur son matériel, les instruments, mais il peut le faire aussi avec un ingé son. Et je crois que ses albums, alors s'il travaille parfois, enfin sur 2-3 albums avec un mixeur, qui peut être le même, mais sur des albums, en fait, au cours de sa carrière, il en a rencontré des tas de différents et des ingé sons différents. Et suivant le rôle que tu joues, quand tu passes du live au studio, tu te réfères au travail qu'il y a autour de l'artiste? Justement, ce que tu tiens aujourd'hui, je pars en tournée avec tel artiste. Est-ce que je m'intéresse à cette discographie, à l'esthétique Ah sonore bah, du disque et que tu vas essayer de reproduire ça en live? Ouais, forcément, tu fais ça? forcément. En tout cas, oui, je vais écouter Un minimum, quoi. Tu te dis, plus qu'un minimum. Ouais, je vais voir comment ça a été fait. Parfois, je peux poser des questions sur quel type de reverb est utilisé en live pour pouvoir m'en rapprocher, en studio pour me rapprocher en live. Oui, forcément. Et puis, on parlait tout à l'heure du métier et des débouchés et tout, et on parlait au-delà de... Enfin, pour moi, tout ce qui est là, ce sont des outils. Il faut savoir les utiliser. Chaque outil est différent, chaque préamble va réagir différemment et tout. C'est juste une connaissance de ça. Mais au-delà de ça, il y a la culture. Et c'est pas seulement la culture musicale, c'est une culture culturelle. Je cite un truc qui est assez marrant, que j'ai découvert tardivement. Dans les années 80, il y avait toutes les prods un peu top 50, il y en avait beaucoup qui venaient des studios de Rimini en Italie. Et ils produisaient des groupes pouvaient être des groupes allemands, italiens, français. Et alors j'ai découvert un truc qui m'a fasciné, c'est qu'ils faisaient des mix différents par pays. Ah oui, Parce que la oui, culture n'est oui. pas la même. Alors moi j'ai été confronté J'avais à déjà ça parce que entendu j'ai ça, une ouais. culture anglo-saxonne et j'ai une tendance à mixer les voix et les instruments différemment. Et je me suis heurté parfois à des maisons de disques françaises qui disaient ouais mais non il nous faudrait plus de voix et tout. Ce qui est effectivement dans notre culture. C'est des choses qu'il faut arriver à comprendre quoi, et à assimiler, ou pouvoir défendre aussi quand on fait un mix. Mais ouais, j'ai été confronté à ça plus d'une fois et j'ai même eu des Ouais, ouais, anecdotes ouais. rigolotes, même en mastering, où Yann Kappel m'envoie des mix qui sont les mix définitifs et qui ont été validés par la maison de disques, mais il y a 2 mix. Il y en a un, il n'y a rien écrit, et l'autre, il y a écrit +2. Donc je l'appelle, je dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a 2 mix? Qu'est-ce que je dois prendre quoi? Il dit, ah non, mais c'est quand je travaille pour les maisons de disques françaises, c'est toujours comme ça. Aïe. Je sais qu'on va me demander plus de voix, donc je t'ai mis +2 sur la voix. Je lui dis, oui, mais moi, c'est quoi qu'ils ont validé la maison de disques? Il dit, bah non, c'est le premier. Ah bah donc moi, je fais avec le Bah, premier, quoi. ah, Mais c'est il me dit, marrant. avec les majeures compagnies, c'est systématique Ah qu'on me ouais. demande ça. Ah, c'est marrant. Mais c'est vrai que ouais, tu soulignes la culture. Et justement, tu fais le parallèle aux outils. C'est vrai que c'est deux choses différentes. Maîtriser les outils, c'est bien. Et la culture, ça va même au-delà de ce que tu dis dans les pays. Même la culture musicale, l'approche Oui, c'est qu'on pas peut seulement la avoir. culture Ouais, ouais. musicale, Ouais, c'est tout c'est ce qu'il y ça. a autour. Parce que du coup, oui, tu travailles dans différents styles. Parce que bon, tu me dis Ah Yann oui. Tiersen, tu me signes des artistes que tu as travaillé. Bah, Oui, c'est pareil, ça demande une c'est marrant culture parce que musicale pour le coup. alors moi, je viens au départ d'une culture un peu rock, même voire rock indé. Au départ, on m'appelait que pour des groupes comme ça, c'est ça qui est rigolo. Et puis petit à petit, j'ai glissé. Alors on a commencé à m'appeler. Alors les gens savaient que j'avais fait du classique en plus, donc Ouais, on m'a ouais. appelé pour faire des trucs un petit peu plus acoustiques, un petit peu plus quand il y avait un quatuor, des choses comme ça. Puis après, ça a été piano, donc très très acoustique. Et puis à un moment, par le plus grand des hasards, j'ai été confronté à la musique du monde. J'ai travaillé avec Sushila Rahman pendant pas mal d'années, 5-6 ans. Moi, je suis toujours en contact avec eux d'ailleurs. Euh, et c'est un autre monde. Je Ouais, dois dire que bah ça oui. m'a vraiment, vraiment intéressé parce que, alors qu'au départ, on m'aurait proposé ça au tout début de ma carrière, j'aurais dit non, non, c'est pas mon truc. Elle travaille avec des musiciens indiens, par exemple, et travaille sur les tablas. Bah, tiens, on parlait d'outils. J'ai eu
une manière d'utiliser les outils différente, alors que je connais les percussions, j'ai déjà travaillé avec des percussions. Mais les tablas, c'est vraiment encore autre chose. Et ces gens-là ont une philosophie et une culture de la musique qui, effectivement, m'ont beaucoup interrogé, quoi. Ça, et une approche ouais, qui n'est pas la même que nous. Ouais, Et c'est il faut ça. comprendre leur Ouais. culture pour Et oui, comprendre leur musique, et oui. quoi. Et oui, être à l'écoute, justement, et justement avoir de la culture, comme on disait, je reviens là-dessus. Être capable de transcrire ce qu'un artiste t'amène et choisir les bons outils, quelle que soit l'étape finalement. Ouais, ouais. Donc toi qui fais tout, de la prise, du mix ou du mastering. Alors, je dois dire que le grand avantage du live, ça m'a appris à travailler vite, ce qui est pas mal en studio. Alors, surtout, on parlait d'aujourd'hui de l'aspect financier Ouais, qui nous tire vraiment vers le bas. On a toujours ce problème de gagner du temps. Et donc, c'est à la fois un avantage et un inconvénient d'avoir fait du live. C'est qu'il y a des moments où je me dis, ah, j'ai pas passé assez de temps sur ça. Et en même temps, on a ces outils qui sont beaucoup plus accessibles avec le numérique, qui nous permettent de travailler plus lentement, enfin plus lentement, oui, d'expérimenter, on va ouais, dire, mais c'est pareil. Enfin, moi, je cours après le temps, j'ai l'impression tout le ouais, temps. ouais, ouais, ouais. Puis plus on a des outils, plus on a envie de tester, on connaît les possibilités Ouais, ouais. qu'on a et du coup, bon, Oui, mais en même temps, pour apprendre de nouveaux outils, il faut tester. il faut tester. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est- C'est ça. Bon, ben c'est très bien. Est-ce que je réfléchis à sur quoi je pourrais rebondir, mais est-ce que tu trouves des points communs, toi qui touches à tout finalement, que ce soit live, studio, est-ce que tu trouves des points communs sur la manière de travailler quand tu prépares un live ou un studio, sur l'approche? On sait que c'est très différent, on sait que l'objectif n'est pas le même, mais est-ce qu'il y a des similitudes que tu trouves, des choses qui, disons, des avantages ou des inconvénients dans l'un ou dans Alors, l'autre, parce que oui, il y souvent a on des... dit le studio, c'est sympa d'en faire quand on fait du live, parce qu'on travaille les sticks différemment et inversement. Le live nous permet d'avoir une approche différente en studio. Est-ce que c'est un truc que tu as constaté, Alors, toi? en fait, le live, on a quand même ce défi le spectacle, il est le soir, il faut qu'on soit Ouais. prêt à l'heure pile. Ouais. Le studio a moins cette contrainte, ce qui nous permet effectivement, tu parlais d'expérimentation, ouais, on peut expérimenter ou tester des nouveaux outils, enfin, des nouveaux micros. On parlait tout à l'heure de Gefell, qui est une marque que je connais, mais je ne connais pas forcément tous leurs micros. Et là, j'ai fait une session il n'y a pas longtemps, ici même, et le piano, je l'ai fait avec les deux petits Gefell qu'il a. Ce modèle-là, je ne les connaissais pas et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Donc oui, il y a une phase que j'aurais jamais pu faire en live. Oui, en live, tu peux pas faire. Il faut aller assez vite. Pour le coup, là, j'utilise des choses que je connais très très bien, que je maîtrise parfaitement, que je sais régler. Parce que le soir, j'ai pas le Puis droit à ça pardonne l'erreur, pas, quoi. quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est Eh clair. ouais, ouais. Donc, Eh oui, il faut être réactif, il faut être. Ouais. oui, donc en live, pour un piano, j'ai mes micros. Voilà, c'est clair. Mais il y a quand même des choses, oui, qui reviennent sur. J'ai une manière particulière de prendre les batteries. Ouais. Je ne suis pas le seul, mais j'utilise beaucoup les ambiances du studio. C'est pour ça que j'aime bien les studios avec des grandes hauteurs sous plafond, enfin, ce qu'on ne voit plus beaucoup en France. Ouais, on en parlait malheureusement. Ouais. Ouais. Et j'utilise beaucoup de prises AMS. Enfin, je ne mets pas tant de micros que ça, mais j'aime bien me laisser le choix. Et au final, si ça se trouve, il y aura 3 micros dans le mix, mais je sais où je les ai placés, je sais quel micro j'ai utilisé et quel préamp était derrière, et ça, pour moi, c'est indispensable, quoi. Ouais. Une couleur live finalement. On retrouve un peu. Alors exactement, et C'est un c'est peu. marrant, j'ai un copain qui me connaît très très bien, avec qui j'ai fait des enregistrements il y a très longtemps avec lui. Quand il écoute parfois, ou il tombe sur des trucs que j'ai enregistrés, et il m'appelle, il me dit, là, la batterie, j'ai tout de suite reconnu que c'était toi. Ou alors il m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait là sur la batterie? Ça ressemble pas à ce que tu fais d'habitude. Et Ah, souvent, c'est parce que soit le projet ne prêtait pas mon acoustique de batterie, soit j'ai été contraint par le lieu où je vais. Alors par contre, j'adore ça, être contraint par le lieu où je vais. ah ouais. C'est-à-dire j'ai bossé dans beaucoup de studios, très différents les uns des autres. Alors bien sûr, j'ai des préférences, et bien sûr, j'aimerais bien, sur beaucoup de projets, aller Ouais, à Angers, enfin pas Angers, le Black Box à côté d'Angers, Ah oui. j'adore ce studio, Ouais. mais finalement je n'ai fait que 2 sessions là-bas, enfin 3.
Et puis tous les projets ne s'y prêtent pas, et puis Oui, financièrement, on ne peut pas oui, toujours le faire. bien sûr. Donc ouais, j'aime bien aller parfois dans des endroits un peu inattendus et faire des T'adapter. choses, m'adapter, ouais. Je me souviens d'enregistrements dans un théâtre en plein été, qui n'était pas un lieu adéquat, où on a sorti un enregistrement mais extraordinaire. Encore Ouais, aujourd'hui, j'y pense, ouais. c'était des démos en plus. Je ne m'attendais jamais à ce qu'on fasse un truc comme ça, quoi. Ouais. Donc, parfois, il y a des surprises. Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est sympa d'arriver dans un lieu qu'on connaît pas et l'appréhender, se dire tiens, comment ça sonne. Comment on peut faire. Ça met un Ouais, petit défi supplémentaire quand on va chercher une esthétique. Toi Et qui bouges donc, c'est beaucoup. pas toujours. Enfin, je trouve que la jeune génération court toujours après les outils, Ouais, c'est pas que tel ou ça. tel Ouais. truc. Ah, ça va sauver mon mix. Moi, je dirais, ce qui va sauver ton mix, c'est l'acoustique et la Ouais. manière dont tu Ouais. utilises l'acoustique. Après, des grands enregistrements qui ont été faits de manière empirique, pas si terrible que ça. Oui, non, mais c'est sûr. Bon, bah, très bien. Bon, bah, toi qui as un grand parcours, quel conseil tu pourrais donner? On en parlait, voilà, on parlait du métier, des débouchés, que les places étaient chères. Alors je pense à ça en t'écoutant parler, parce que bon, tu as fait beaucoup de choses. Quelle source d'inspiration tu pourrais nous indiquer, nous donner pour, non pas, peut-être pas, voilà, faire des carrières comme la tienne ou quoi, mais au moins faire ce métier, Se battre, se battre, faire son trou, être passionné. être passionné. Bon, ça, je pense Ça, que ouais. c'est l'avantage dans nos métiers, c'est que je rencontre pas beaucoup de gens qui sont pas Ouais, oui, c'est sûr. passionnés, ou alors ceux qui ne le sont pas, ils restent pas longtemps, quoi. Non, essayer d'acquérir une très forte culture musicale, bien sûr. Et aujourd'hui, la jeune génération, contrairement à ma génération, c'est hyper facile avec Internet. Et On peut oui, écouter maintenant on a tout ce accès à qu'on tout, veut. ouais, bien sûr. Et c'est vraiment très très important. Aller écouter même des musiques que, à la base, on se dit c'est pas mon truc. Dans toutes les musiques, on découvre des choses qui vont nous scotcher, quoi. Enfin, moi, dans le métal, j'en ai découvert, on m'a appris des choses dans le Bah, oui, métal. oui. Dans le jazz, des trucs incroyables. Mais dans le classique aussi. C'est vraiment ouais, des manières de faire. Et ouais, d'approcher, que ce soit l'instrument, l'utilisation dans le mix, enfin tout ça, c'est passionnant. Après, oui, s'accrocher, essayer de faire son trou, ne pas croire que les choses vont venir comme ça. Ouais, bah oui, ça Ça, c'est un peu difficile. C'est pas un métier facile parce qu'au cours des 20 dernières années, il a beaucoup, beaucoup changé. L'économie, on en parlait, alors surtout dans le domaine de la musique, l'économie, c'est un peu tari. ouais, ça c'est. La crise des maisons de disques, mais on aura toujours besoin de ces métiers-là, avec Internet, YouTube, tout ça, même si de plus en plus les gens font tout, l'image et le son, enfin on leur demande ça. Ouais, il faut une histoire. Alors ce qui me rend un peu triste, parce que parfois je vois des reportages ou des films, je me dis, putain, mais pourquoi on a fait ça comme ça? Enfin, je dis pas que c'est une catastrophe, mais il y a des moments où je me dis, putain, mais ils auraient pu nettoyer ça, ils auraient pu... Après, il y a des phénomènes d'esthétique aussi, hein, donc je me dis, bon, bah, ça va avec. Enfin, c'est comme l'image, enfin, quand je vois ces caméras qui bougent dans tous les sens, on me dit, ouais, mais c'est pour donner un côté un peu plus live. Alors, dans un film, moi, il y a des moments où ça me fait décrocher. Enfin, quand je vais au cinéma, pour moi, je m'envole, quoi. Il faut que je pénètre dans ce truc-là. Et puis, il y a des moments où, quand je vois la caméra qui fait ça et tout, je dis, oh là, qu'est-ce que c'est? Je décroche complètement du truc, quoi. Et on me dit, c'est esthétique. Bon, ok, j'accroche pas, moi. Mais dans le son, c'est pareil. C'est quand il y a un truc qui vient colle surprendre. plus, qui surprend. J'ai appris ça à mes enfants, par exemple, sur le doublage. Depuis qu'ils sont tout petits, ils voient les films en VO. Et aujourd'hui, ils ont 18 et 20 ans. Ils ne conçoivent pas de ne pas voir un film en VO. Parce que grâce au DVD, enfin, je leur faisais passer de l'un à l'autre. Je leur disais, tiens, regarde, oui, c'est pas la même chose. sur une conversation un peu intime, on se retrouve avec une espèce de réverb de pièces, les gens ils sont dans leur lit et tout, le doublage est pourri, les trois quarts du temps c'est mal fait. Je leur dis, tiens, tu vois, regarde, tac, tac. Et là, ils me disent, ah bah ouais, c'est pas du tout pareil, ouais, mais ça peut casser complètement un film, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et je suis un peu triste de voir ça, surtout je sais que
les grands réalisateurs et sur les grands films qui ont des moyens, et surtout sur les dessins animés, le réalisateur, même s'il ne comprend pas le langage, il peut choisir la voix de celui qui va doubler un tel ou un tel. Déjà, ne serait-ce que ça change beaucoup les choses. Parce que parfois, quand on a ces voix criardes là, qui ne correspondent pas du tout au personnage. Donc, ouais, c'est tout ça, il faut fouiller. Ça fait partie de l'aspect culturel des choses, je trouve. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors? Une longue vie à de e-musique continuer, ici. de continuer là-dedans, ouais, que e-musique réussisse. Bien, je pense qu'on est bien parti. Là, on tire le bilan de la première année. Et je dois dire que j'admire ce qu'ont fait Laurent et David, parce que de réunir des gens qui viennent d'univers qui sont... Alors, on est plus ou moins proches. Certains se connaissaient, d'autres pas. Et en fait, on est tous ultra motivés et on est tous ultra bien ici. On se retrouve, on discute, on parle de plein de choses. C'est vraiment... J'aurais jamais imaginé que le lieu fonctionne comme ça, quoi. Ouais. C'est ce qu'on disait, ça manque les connexions comme ça. Les synergies. Se retrouver autour de la machine à café et puis discuter des projets qu'on fait. Et j'espère qu'on travaillera encore plus ensemble prochainement. On le fait déjà un peu, mais je pense qu'on peut arriver à aller beaucoup plus loin. Autour de projets même peut-être audiovisuels ici, où chacun peut... Oui, il y a plein de possibilités, donc il faut... Ouais. Bon, bah écoute, super. Bah écoute, merci pour ton temps, voilà, d'être venu exprès en plus, donc c'est super sympa. Plein de bonnes choses pour toi, et puis à bientôt. Bonne continuation. Voilà, et bien voilà. Merci à toi.